Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir et même un honneur d'être dans cette institution fortement connue. Et donc, je remercie plus particulièrement Marc de m'avoir invité pour échanger avec vous tous, sur cette question effectivement qui est liée au fonctionnement de réseau et surtout dans un cadre et dans un contexte où il y a une complexification justement de ces infrastructures. Et j'aimerais justement échanger sur quelques éléments dont Marc justement a commencé à esquisser un certain nombre de ces choses-là. Alors, je vais commencer très doucement pour tout simplement donner quelques éléments de base de ce que c'est que le réseau, la raison d'être du réseau, qui est en gros, au-delà de la boîte noire entre justement les sources de production et puis les usages, eh bien, il y a des éléments qui sont très intéressants et très importants à connaître de ce fonctionnement. Alors, je vais commencer pour justement dire quelle est la raison d'être, la raison d'être de ces réseaux-là, au-delà de la connexion. En fait, c'est une raison d'être qui est naturelle, où on a des emplacements de sources de production qui sont liés à des énergies primaires ou tout simplement à des gisements d'énergie, et puis la logique de la consommation qui est évidemment spécifique. Et il faut à un moment donné lier ce couple-là, production-consommation, et ça se fait avec les réseaux. Cependant, quand on regarde l'histoire des réseaux, initialement ça a commencé par de petits réseaux, aujourd'hui on dira de l'autoconsommation, et puis au fur et à mesure ça grandissait. Et la raison d'être, plus particulièrement, c'est que le réseau il permet finalement de faire ce qu'on appelle un foisonnement entre la production et la consommation, et en particulier parce que les caractéristiques des productions, ce qui a été présenté, tout type de production, qu'elles soient d'ailleurs thermiques ou non thermiques, elles ont des caractéristiques différentes en termes évidemment de profil de production, de dynamique de production. Quand on voit par exemple certaines productions, elles doivent mettre une journée pour passer du minimum au maximum, et aussi des coûts qui sont différents, entre le coût d'une production hydraulique, le coût d'une production des gaz, etc., sont différents. Et donc il y a évidemment cette variation entre à la fois la partie spatiale, mais aussi la partie temporelle, et enfin au niveau économique. Et de l'autre côté, les usages, c'est aussi pareil. Donc on a des usages très variables d'une région à une autre, et aussi une variation temporelle. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, en hiver en particulier, on peut avoir un écart entre 4 heures du matin, qui est évidemment le moment où on a une consommation minimale, et puis vers la montée du matin, on peut avoir un écart de l'ordre de 30 gigawatts, ce qui revient en fait à 30 000 mégawatts. C'est l'équivalent d'une trentaine de tranches nucléaires, donc en moins de 4 heures à faire varier. Et donc tout ça, évidemment, fait qu'on a les deux variabilités, et le fait finalement d'avoir le réseau connecte, c'est une sorte de coopérative qui permet finalement de lier tout ça, de lisser d'une certaine façon, et en particulier de permettre à chaque utilisateur que nous sommes d'accéder à la source d'énergie la moins chère, la plus disponible et à chaque instant. Et donc finalement, c'est un rôle, indiscutablement, un rôle économique. Et on voit par exemple, plus le réseau est petit, compte tenu de l'économie du réseau qui est liée aussi à ce qu'on appelle des coûts fixes. Donc plus le réseau est petit, plus les coûts fixes sont importants et prédominants. Et donc plus on agrandit et on fait le foisonnement, plus finalement on partage les coûts fixes et aussi ce qu'on appelle les coûts de secours. Et finalement, le coût global baisse avec des interconnexions. D'où le fait qu'on a vu des interconnexions au fur et à mesure jusqu'au réseau que nous connaissons aujourd'hui, qui est interconnecté, vous voyez, au niveau européen, tel qu'il est. Au-delà, donc le réseau, pour qu'il fonctionne, il est très hiérarchisé, dans le sens où nous avons bien sûr, jusqu'à encore récemment, mais les choses changent très très vite, on a bien sûr les grandes productions type nucléaire, mais aussi hydraulique, hydroélectrique, qui sont raccordées directement à ce qu'on appelle le réseau de transport. Le transport, c'est là où on transporte de grandes quantités d'énergie depuis le centre de production jusqu'au centre d'usage. Le centre d'usage, ça peut être le lien avec le réseau de distribution. Et ensuite, derrière, on a ensuite un réseau de distribution, c'est les strates que vous voyez là-bas, que vous voyez ici, donc les strates que vous voyez ici. En fait, cette organisation définit finalement, enfin en tout cas cette organisation hiérarchique, définit le fonctionnement même du réseau. Et on peut se poser la question, par exemple, en disant que entre la production ici et puis les usages qui peuvent être ici, ça, après tout, c'est du réseau. En fait, pas vraiment.
Pas vraiment, et c'est pour ça que vous regardez, vous avez des réseaux qui sont particuliers au niveau du réseau de transport. Bon, pour faire simple, c'est dans le giron du RTE, hein, typiquement. Et puis, le réseau de distribution, qui est relativement différent en termes de structure, de conception, de fonctionnement. Et même, vous regardez, c'est pas pour rien que vous avez cette structure-là, en chevelure et tout ça. Donc, il y a bien une raison pour laquelle il est là, avec, évidemment, soit un grand distributeur tel que l'Enedis, soit vous avez, évidemment, ce qu'on appelle des entreprises locales de distribution qui font fonctionner ça. Donc, c'est pour ça que vous avez des acteurs qui sont différents au niveau de chaque partie. Alors ça, c'est juste vraiment fondamental de la raison d'être du réseau. Ensuite, quand on regarde le réseau lui-même, parce que, bon, j'aimerais parler un peu de cette complexité, eh bien, le réseau lui-même, tout seul, il n'existe pas. Pourquoi tout seul, il n'existe pas? Parce qu'il a des particularités physiques, et ces particularités physiques, c'est qu'il est connecté avec d'autres infrastructures avec lesquelles il interagit. Quelles sont ces infrastructures? Eh bien, vous avez bien sûr les infrastructures d'information et de communication. Aujourd'hui, le réseau ne peut pas fonctionner sans les infrastructures d'information et de communication et une interdépendance assez forte. Au-delà de ça, vous avez également des interconnexions avec les infrastructures de transport, hein, transport électrique ou autre, mais aussi des énergies primaires, de l'eau, et tout ça, ça interagit. Nous avons par exemple des situations où des défaillances dans les systèmes d'information ont induit des défaillances dans le réseau électrique. Donc vous voyez ce type d'interdépendance, et donc on a de plus en plus cette complexité qui, en plus, elle augmente. Et au-delà de ça, eh bien, c'est un réseau. Le réseau, c'est, j'ai montré tout à l'heure l'interconnexion. Donc c'est de très grandes dimensions. Le réseau français, encore une fois, n'existe pas puisqu'il est interconnecté avec d'autres pays. Quelque chose qui se passe, par exemple, en Allemagne, comme on a eu un bateau qui passe au nord de l'Allemagne, qui a eu une erreur de manœuvre avec le gestionnaire allemand, ça s'est propagé jusqu'en Espagne et on a failli avoir un blackout sur l'ensemble de l'Europe parce qu'il y a cette indépendance et évidemment, les électrons ne connaissent pas les frontières et donc chaque chose qui se produit de l'autre côté, on le ressent immédiatement. C'est un système multiniveau avec des interdépendances de part et d'autre, et surtout, il a des caractéristiques de comportement chaotique qu'on ne comprend pas toujours. Personne aujourd'hui ne peut prétendre qu'on a la maîtrise totale de ce système-là. La preuve, c'est qu'on a encore des blackouts, donc on a tout le temps des blackouts. Et donc, c'est un système qui est indiscutablement complexe, mais le plus, c'est que c'est une entité vivante. En permanence, il subit des perturbations de toutes sortes. De la foudre qui frappe les lignes, des tempêtes, évidemment, des oiseaux qui se coincent entre les lignes, des erreurs de manœuvre, etc., etc. Et c'est en permanence, tous les jours. Et donc, il faut bien sûr, on fait tout pour qu'aucune des perturbations ne puisse aboutir à une défaillance majeure, parce que chaque défaillance, évidemment, le coût est absolument exorbitant, je vous donnerai quelques éléments là-dessus, mais en plus, on a une telle dépendance dans nos sociétés modernes, une telle dépendance vis-à-vis de l'électricité qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'on appuie sur un interrupteur et qu'on n'a pas l'électricité, en tout cas la lumière qui jaillit. Donc c'est quelque chose qui est socialement également extrêmement difficile à accepter. Et je vous donne maintenant voilà, quelques exemples, c'est quelques exemples simplement, des grandes pannes, qui se sont produits de par le monde, ça se produit en permanence. Bon, le plus grand, enfin je les ai classés, le plus grand c'est l'Inde en 2012, avec 670 millions de personnes qui se sont retrouvées sans électricité, bien entendu, c'est énorme. Ensuite, vous avez les autres, et puis le cas que vous voyez ici, c'est le nord-est des États-Unis, donc ça c'est Manhattan, ça c'est Toronto, ça ce que vous voyez ici en 2003, où justement les gens qui étaient bloqués dans les ascenseurs, les personnes qui devraient de Manhattan pour aller à New Jersey, et puis à côté, donc ils ont dû parcourir, comme les trains ne fonctionnaient plus, donc ils ont dû parcourir 30-40 km à pied pour rentrer chez eux, etc., etc. Et puis jusqu'au dernier, enfin là c'était le blackout italien, et là c'est le dernier qui s'est produit bien sûr le 28 avril 2025, donc c'est récemment, qui est sur ce qu'on appelle blackout ibérique. Et donc, je vais justement vous donner quelques éléments, puisque c'est le plus récent, et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez intéressant par rapport à ce blackout-là. Et puis, vous avez d'autres blackouts, donc en permanence, il y a tout le temps de ce blackout-là. Il faut savoir que le coût d'un blackout, c'est de l'ordre, enfin, il est variable d'un pays à l'autre, il est variable évidemment de type d'économie. Et en France, typiquement, on considère qu'une blackout sur une journée, c'est de l'ordre de 1% du PIB. Donc, c'est énorme. Alors, oui, un jour. Et c'est la Suisse à côté,
Eux, ils ont fait leur calcul, c'est de l'ordre entre 2,5 et 3% de leur PIB. Bon, c'est le coffre-fort mondial, donc c'est normal. Donc, c'est normal. Donc, vous voyez quand même que ce que ça fait un blackout, c'est énorme, mais aussi ça traduit, en particulier dans les pays développés, la dépendance, finalement, de nos économies vis-à-vis de cette énergie-là. Alors, je vous disais que sur l'Espagne, et blackout ibérique, voilà, donc vous voyez ici ce qui est trop extraordinaire, ce qui s'est passé. Bon, on le dit en anglais, c'est un game changer. On n'a jamais vu un blackout de ce type-là, c'est nouveau. C'est nouveau dans l'histoire des blackouts. On connaît les blackouts. On a étudié les blackouts, on a fait tout ce qu'il fallait, mais c'est vraiment un game changer, ce qui s'est passé. Un game changer à la fois technique, mais aussi de point de vue social. L'exemple qui est extraordinaire, c'est que vous avez des gens qui étaient bloqués, les laveurs de carreaux par exemple. Donc ils étaient bloqués pendant des heures et des heures, parce que, bon voilà, c'est avec l'électrique, sans parler évidemment de tout le reste, mais le cas le plus particulier, c'est ça. Où est-ce qu'il est ? Voilà, ici. On s'est aperçu que finalement, les gens qui utilisaient les cartes bancaires et tout ça, ils ne pouvaient plus les utiliser. Donc il faut des cash. Donc il faut du cash. Et vous avez un pays comme la Suède qui avait à un moment donné initié un mouvement de dire « je bannis le cash ». Je bannis le cash, et donc ils ont tout fait pour que, voilà, il n'y a plus de cash en Suède. Suite à ce blackout-là, ils sont complètement revenus en arrière. Et donc ils ont dit non, maintenant il faut du cash. Il faut du cash, donc ça a changé même des politiques de ce type-là. Donc vous voyez les incidences qui sont derrière, évidemment. Je reviendrai, donc juste pour vous dire simplement que c'est vraiment un game changer, à la fois technique et sociétal, mais j'y reviendrai pour vous expliquer un certain nombre de points techniques intéressants. Auparavant, je compléterai un petit peu ce qu'a dit Marc tout à l'heure sur quelques transformations qui ont induit en fait des modifications majeures de ce qu'on ressent au niveau du réseau aujourd'hui. Bon, au-delà du fait que, bien sûr, vous avez depuis 2015, entre 2015 et 2024, c'est considéré comme les années les plus chaudes. Chaque mois, on nous dit, voilà, c'est le record, etc. Sachant que l'année la plus froide, c'était en 1909. Ensuite, vous avez tous les objectifs environnementaux et puis les lois sur l'environnement, les COP, donc les COP, le Green Deal, et j'en passe et des meilleurs. Ce qui a induit derrière, en 2024, il y a eu 2200 milliards de dollars qui ont été investis dans les technologies bas carbone, justement. Parmi lesquels, évidemment, donc on a un record d'installation des ENR, autour de pratiquement 500 gigawatts installés, nouvelles installations pour arriver à pratiquement 5000 gigawatts dans le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça représente plus de 90% de toutes les installations de production dans le monde. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, la même chose au niveau des usages, les nouveaux usages, en particulier l'électrification des transports. Donc il y a eu en 2024 plus 25% d'augmentation de ces véhicules électriques, mais plus de 2/3 sont en Chine, ce que ça conforte un peu ce qu'a dit Marc tout à l'heure, y compris que ce soit sur le nucléaire ou sur les énergies renouvelables, c'est la même chose également de côté de la Chine. Et on assiste aussi à la même chose au niveau du stockage, et puis aussi, évidemment, avec les lois sur la fin des ventes, même si en discussion encore aujourd'hui sur la vente des véhicules thermiques en Europe à l'horizon 2035, bon, c'est quelque chose également qui structure. Un autre point qui me semble extrêmement intéressant, c'est qu'on a eu plus de 300 millions de personnes qui ont eu accès à l'électricité pour la première fois. Alors, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il y a moins de 10 ans, on parlait entre 1,5 et 2 milliards de personnes qui n'ont pas eu accès à l'électricité. Et grâce aux énergies renouvelables, ça il faut quand même le dire, et puis bon, on peut développer pourquoi, et on a eu ce développement, et donc aujourd'hui, on est à moins de 600 millions de personnes qui n'ont pas eu accès à l'électricité de par le monde. On n'a jamais eu cette dérivée, en fait, donc on n'a jamais eu cette dérivée de par le monde, et ça, c'est un effet extrêmement positif, mais qui aussi induit, d'ailleurs, pour nous-mêmes, ça nous induit beaucoup de problèmes de recherche, ou des questions de recherche, ou des opportunités de recherche, on va dire, par rapport à ce qu'on appelle des microgrids, par exemple, pour les pays en voie d'électrification, en voie de développement électrique. Ensuite, on a bien sûr toutes les crises énergétiques, sans y revenir, qui ont aussi un impact sur l'évolution des réseaux.
Très rapidement, pour vous montrer aussi que entre ce qu'avait montré Marc et puis la projection, hein, donc on projette ici aujourd'hui par rapport à la moyenne des 10 dernières années, pour 2030, on devrait tripler en fait ces énergies. Et récemment, quand on regarde cette année, la dernière année, donc il y a eu, comme je vous avais dit, hein, les 500 gigawatts qui ont été installés, et bien en fait, les 81%, c'est du solaire photovoltaïque. Alors c'est du solaire photovoltaïque, vous allez voir qu'il y a une particularité intéressante parce que le solaire photovoltaïque, il est extrêmement distribué. Donc il est extrêmement distribué et quand vous regardez la France par exemple, donc la France, bon aujourd'hui on est là, hein, donc ça c'est le solaire et puis ça c'est l'éolien, il y a eu une bascule, hein, donc en 2024 il y a eu une bascule maintenant sur la partie solaire qui a dépassé évidemment l'éolien et pour ça c'est pas le plus important. Au-delà du fait que bon il y a eu 5,5 gigawatts, c'est plus 31% par rapport à 2023, donc 240 installations supplémentaires. Ce n'est pas le plus important. Donc, c'est 4 fois plus, évidemment, ou 5 fois plus en France, d'ailleurs, 5 fois plus de photovoltaïque par rapport à l'éolien. C'est ce chiffre-là qui est intéressant. Ce chiffre-là, qui est plus d'1,2 million installations. Plus d'1,2 million installations complètement distribuées, c'est un changement de paradigme majeur. Imaginez que la puissance on va dire le record de puissance qui était en France, c'était d'ailleurs en 2012, c'est de l'ordre de 100 gigawatts, donc 100 000 mégawatts. Bon, théoriquement, on va dire que par rapport à des productions centralisées, type voilà, nucléaire ou autre, 100 gigawatts, on peut les faire avec une centaine enfin une centaine d'alternateurs, on va dire, hein, une centaine centralisées. 1 million 200. En réalité, ce qui est 1 million 200, on a globalement 44 000, ce n'est pas 56 000 parce qu'il faut compter que c'est là, 44 000 à peu près, éoliens et solaires, qui sont des 44 000 mégawatts d'éoliens et de solaire, complètement distribués, mais ce sont des puissances installées, ce n'est pas des puissances garanties. D'accord ? Donc en fait, on n'a pas 44 000 mégawatts. Donc 1 million 200, mais on n'a pas les 44 000 mégawatts. Et je peux vous dire qu'en termes de pilotage, parce qu'un réseau qui ne pilote pas, c'est un réseau qu'on perd. On ne peut pas avoir un réseau qui fonctionne si on ne pilote pas. Et en termes de pilotage, c'est un défi majeur. Je n'ai pas dit qu'on n'y arrivera pas, je dis que c'est un défi majeur. Un vrai défi, et c'est un changement d'échelle complètement inédit par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sur le réseau ? Donc sur le réseau, nous avons bien sûr le réseau tel qu'il est, hein, un réseau de transport, de la prédiction, et puis comme vous voyez ici, un réseau de distribution. Aujourd'hui, cette infrastructure, ça représente à peu près 1 500 000 km. C'est plus de 3 fois la distance Terre-Lune, c'est presque 4 fois la distance Terre-Lune, donc c'est une infrastructure gigantesque. Évidemment, celle-là, elle représente 15 fois celle-là, hein, donc le réseau de distribution. Et cette architecture, elle est faite spécifiquement parce qu'on avait finalement cette caractéristique où la production, elle vient en tout cas la puissance, elle vient des grandes centrales, elle traverse le réseau de transport, ensuite elle passe dans les postes sources pour arriver jusqu'au dernier consommateur. Et le réseau de distribution ici, il avait une fonction, c'est d'acheminer le kilowattheure qui est pris ici pour l'emmener jusque-là. C'était sa fonction principale et c'est comme ça qu'il a été conçu. C'est dans cette perspective qu'il a été conçu. Avec ce qu'on vient de dire, avec les 1 200 000, etc., que je voulais vous dire, que vous venez de voir, pardon, eh bien, elles sont toutes installées de ce côté-là, hein, donc elles sont installées sur le réseau de distribution. 90% de toutes ces ENR, elles sont installées sur ce réseau de distribution qui n'a pas du tout été conçu pour ça. Du tout. Donc l'architecture ici, elle n'est pas anodine, hein, donc elle n'est pas du tout conçue pour ça. Et vous ajoutez à cela, encore une fois, bon, évidemment les véhicules électriques, vous voyez ici, pour nous, dans ce qu'on travaille, on considère le véhicule électrique, on l'appelle le véhicule électrique une charge sans domicile fixe. Et évidemment, nous, on aime bien prévoir. C'est-à-dire qu'on doit, tout ce qui se passe demain, tout ce qui va se passer demain sur le réseau électrique, on le prévoit aujourd'hui. Et donc, quand on a les maisons, on a les usines, etc., on sait, on a l'historique des consommations, etc., on arrive finalement à prévoir ce qu'il y a à prévoir et du coup, préparer la conduite du réseau. Là, avec évidemment ça, une charge sans domicile fixe, ça aussi, des choses qui sont nouvelles. Et donc, comme je vous dis, bon, là, il y a du coup, ça nous fait maintenant, on a une situation nouvelle où vous avez des échanges bidirectionnels. Et je veux vous dire, c'est que ça, pour la
Ça a commencé il y a quelques années. Et bien maintenant, le réseau de distribution commence à avoir un impact sur justement les pannes généralisées dont je vous avais parlé. Et ça, c'est aussi des situations qui sont inédites à cause de cet échange bidirectionnel de l'énergie. Donc on a bien sûr des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs. Hein. Bon, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque je vais discuter de quelques éléments justement d'impact. Mais on a la plupart, en fait, la plupart de ces ENR, elles sont plutôt variables, donc ce qu'on dit intermittentes. Hein. Donc, bon, on m'a dit à certains moments, il ne faut pas dire intermittent, voilà. Il faut dire variable. C'est variable qu'il faut dire. Oui, il ne faut pas dire intermittent, il faut dire variable. Voilà, donc du coup, je dis variable. Voilà. Je dis variable, mais c'est vrai, c'est pas une erreur dans ce cas-là. Mais tout ça, ça se produit également dans un réseau. Dans ce réseau-là, ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des choix qu'on a fait il y a 30-40 ans. Hein. Donc, du coup, l'infrastructure aujourd'hui, même si on l'a fait évoluer chaque année, mais en moyenne, l'âge de ce réseau-là, il est de l'ordre de 30 ans. Et l'âge de 30 ans, bon, évidemment, chaque année, il prend une année, hein, comme le tous d'ailleurs. Hein. Bon. Donc, mais ce qui est important, c'est que comme il a été conçu en général, on le conçoit sur une grandeur, enfin sur une période de 30 ans, un peu comme les centrales nucléaires sur 40 ans, donc c'est 30 ans, le plus important pour nous, c'est de considérer ce qu'on appelle le taux de défaillance des différents éléments du réseau. Le taux de défaillance est à peu près constant, hein, donc on le connaît sur les 30 année parce qu'elle a été conçue comme ça. Puis à partir de 30 ans, ça change. Donc le taux de défaillance, ça fait comme ça. Et donc on assiste à des défaillances d'équipement. Évidemment, des défaillances peuvent induire évidemment à des perturbations majeures qui ont des coûts et surtout qui ont évidemment des... Enfin, on est toujours confronté à la question d'acceptabilité de ces défaillances, par exemple. Et enfin, on est confronté également à un problème de l'évolution proprement du réseau. Vous avez vu la vitesse avec laquelle ça a évolué. Et en réalité, la vitesse d'évolution du réseau, il n'est absolument pas corrélé par rapport à la vitesse d'évolution de ces ENR, par exemple. Pour donner un exemple, donc là, chaque année, vous voyez, hein, c'est tant de gigawatts qui sont installés, tant de ceci, tant de cela, chaque année. Un réseau électrique, pour vous donner un exemple, une ligne électrique de transport, une ligne de transport électrique RTE. Hein, okay. Vous savez que le temps minimum pour construire une ligne, c'est entre 5 et 7 ans. Si il n'y a pas les fourches et les pioches et les manifestations, etc., etc. Le temps minimum, c'est de l'ordre de 5 à 7 ans, et le temps maximum, j'ai l'habitude de dire, le temps maximum, c'est de l'ordre de l'infini, c'est-à-dire qu'elle ne se construit jamais. Et on a tant d'exemples. On a tant d'exemples qui ne sont pas évidemment des lignes qui ne sont pas construites. Donc il y a une décorrélation en fait entre la dynamique d'évolution de ces sources avec la dynamique d'évolution des réseaux qui nous pousse finalement à réfléchir différemment par rapport évidemment à faire un réseau de type classique. Maintenant, je vais faire un petit zoom sur quelques impacts. Juste quelques impacts. Et justement, Marc m'a parlé de l'inertie dont il a mentionné. Alors, on a des enjeux techniques qui est sur la variabilité, l'intermittence, si vous voulez. Donc, la variabilité. Et je vais vous donner des exemples concrets. Donc, ici, typiquement, c'est une ferme éolienne de 10 MW. On a mesuré toutes les 10 minutes. Là, on a mesuré toutes les 10 minutes pendant un mois. Donc, c'est une mesure, hein, une mesure. Et vous voyez qu'on peut perdre plus de 80% de cette production en quelques minutes. Or, il y a en fait une réalité physique majeure au niveau des réseaux électriques, c'est qu'à chaque instant, ce qui est produit doit être égal à ce qui est consommé, puisqu'on a du mal à avoir un stockage de grande masse. Ça, c'est une réalité physique. Dit autrement, c'est au moment où vous appuyez sur l'interrupteur, c'est à ce moment-là qu'on produit. C'est la seule industrie qui a cette caractéristique. Et donc, quand vous avez ici une chute de cette production, c'est forcément quelqu'un d'autre qui doit compenser ça. C'est forcément une autre source qui doit compenser ça. Et on a la même chose évidemment de côté de photovoltaïque. Hein. Ça, c'est une ferme à Villan-sur-Verdon au sud de la France, hein, mesurée normalement un 31 mai, donc un jour favorable. Et puis la même chose, hein, on voit des chutes liées justement à tout simplement un passage de nuages, voilà, du nuage. Et à cela, vous ajoutez également ce que je dis, les charges sans domicile fixe. Alors, au lieu de piloter ça, c'est souvent, ça se rajoute à la courbe de consommation, ce qui est aussi un autre défi. Donc, on a globalement
cette maîtrise de l'équilibre entre production et consommation dans un contexte de variabilité forte, mais aussi on a localement, donc sur les réseaux de distribution, des contraintes qui sont des contraintes de tension, des contraintes de courant, etc. Et c'est ce type de choses qui ont été à l'origine, c'est ça, ce type de choses qui ont été à l'origine des blackouts récents, typiquement. Donc c'est quelque chose qu'on a effectivement très concrètement. Et aujourd'hui en France, par exemple, c'est cette contrainte qui limite la possibilité d'acceptation, la possibilité de raccorder plus de ANR sur le réseau, typiquement le réseau de distribution. Et enfin, sur la partie maintenant faible inertie, effectivement, donc, toutes ces énergies raccordées, en tout cas celles qui sont raccordées à travers un interfaçage de convertisseurs, donc ils convertissent l'énergie, ce qu'on appelle de l'électronique de puissance, les onduleurs si vous voulez, pour dire les choses simplement. Eh bien, ceux-là, comme l'a montré Marc, eh bien, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils baissent l'inertie du système. Alors, qu'est-ce que c'est que cette baisse d'inertie du système? Cette baisse d'inertie du système, je voulais vous l'illustrer uniquement à travers ces trois exemples-là, qui étaient bien sûr sur un réseau hilien. Et donc, c'est la réponse du système quand il y a une perturbation. Donc, plus vous avez de l'inertie, plus vous avez un tampon qui vous permet d'avoir un peu de temps pour pouvoir réagir et piloter. C'est ça l'inertie. Moins vous avez de l'énergie, moins vous avez du temps pour réagir. Il faut réagir assez rapidement parce que, évidemment, il n'y a pas ce tampon-là. Et ici, voyez-vous, donc ici, il y a une perturbation qui s'est présentée avec zéro photovoltaïque, donc la courbe noire. On arrive à retrouver, le creux n'est pas très important, et donc on arrivera ensuite à récupérer la donne. Avec 20%, c'est la courbe rouge, et avec 30%, c'est la courbe verte, et on rentre dans une zone il faut faire d'autres choses pour pouvoir, évidemment, faire face à cette situation. C'est ça l'inertie. Donc, c'est ça l'inertie. Donc, on peut rentrer dans cette zone-là. Et ça pose des questions sur les protections, ça pose globalement les protections, la réponse du système fréquentiel, et ça pose également les questions sur ce qu'on appelle les réserves opérationnelles, puisque quand vous avez ça, il faut avoir des réserves pour pouvoir compenser ce qu'on a perdu. Et on a ça, c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, on connaît très très bien ça, sauf que ces réserves opérationnelles, et en particulier les dynamiques de réponse, ne sont pas du tout les mêmes maintenant que ce qu'on a l'habitude d'avoir par le passé. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle maintenant, nouveau. Tout ça, ce sont des éléments nouveaux. Ce qu'on appelle les courbes en bec de canard. Donc les courbes en bec de canard, qu'est-ce que c'est que les courbes en bec de canard? Encore une fois, on n'a jamais vu ça. Eh bien, les courbes en bec de canard, bon, ça c'est en Californie, ça c'est du côté du Vermont, c'est en Nouvelle-Angleterre, ça c'est au Mexique, et on a la même chose en France. Donc j'ai récupéré les courbes en France, on a à peu près la même chose aujourd'hui, un peu moins que ça, mais voilà. Donc la courbe bleue ici, c'est la courbe de consommation de Californie. C'est la courbe de consommation de Californie. Ensuite, vous avez ici la courbe jaune, c'est la cloche typique de photovoltaïque. Et ici, vous avez l'éolien, tout simplement. Et ensuite, quand vous faites ce qu'on appelle la courbe de charge nette, c'est-à-dire que ce qui est consommé moins ce qui a été produit par ce solaire et le photovoltaïque, on retrouve la courbe nette en rouge, qui fait justement ce bec de canard. On était habitué à cette montée du matin, ce qu'on appelle la montée du matin, que nous avons en France également, donc la courbe du matin, où il faut produire, pour eux, il faut produire 6700 MW en 3 heures, donc c'est ça. Nous, globalement, c'est 30 000. Donc on est 30 000 à produire en moins de 4 heures. Donc ça, ils avaient donc dimensionné pour faire tout ça. Maintenant, ils se retrouvent à partir de là, donc à partir de 15 heures en gros, à partir de 15 heures, ils doivent produire 2700 MW en moins de 3 heures. Et la même chose, encore une fois, ça c'est en fonction de taux de photovoltaïque, un peu partout, ça c'est les mesures qui ont été faites. Et donc ça aussi, pour avoir des moyens de production qui se substituent, qui ont les dynamiques nécessaires pour pouvoir justement suivre cette montée, toujours encore une fois, parce que nous devons avoir à chaque instant, l'équilibre en production-consommation. Et donc, on a cette contrainte maintenant sur maintenir, parce que si on ne le fait pas, on perd le système. C'est clair. Donc si on ne le fait pas, ou si on ne pilote pas, on perd le système. Donc le pilotage devient un enjeu majeur. Et dans le pilotage, il y a un aspect qu'on appelle, nous, dans notre jargon, on appelle ça la stabilité des réseaux. Donc c'est la stabilité. Alors la stabilité, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Donc on connaît, c'est la capacité du système à revenir à son état d'équilibre une fois qu'il a subi des perturbations. C'est une définition standard connue dans la communauté scientifique. Donc globalement, donc ici on a une perturbation. Bon, les systèmes de contrôle vont réagir et puis ramener finalement le système au bout d'un certain temps, le remettre à son équilibre initial. Et donc du coup, je passe la perturbation.
Et comme on en subit beaucoup, 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 tous nos systèmes sont dimensionnés de cette manière-là. Donc ils sont dimensionnés. D'accord? Sauf que, évidemment, ils sont dimensionnés avec les productions classiques. Et avec l'arrivée de ces ENR interfacés avec l'électronique de puissance, on s'est retrouvé que toutes ces définitions qu'on avait, elles ne s'appliquent pas. Et comme elles ne s'appliquent pas, donc on a réfléchi, on a dit maintenant il faut étendre ce concept de stabilité, et on a rajouté cette partie-là bleue. Cette partie-là bleue, donc avant on avait de la stabilité qui est liée en tension, à la fréquence, ou les rotors d'angle des générateurs, hein, donc justement les grands alternateurs qui sont ici. Donc ça, c'est pour ça, et ensuite ça, c'est pour ça. Donc c'est ça ce qu'on appelle les convertisseurs. Et donc on a rajouté ça, et c'est très récent. C'est très très récent qu'on a rajouté ça, mais on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant parce que quand bien même on a une stabilité qui est spécifique aux convertisseurs, en fait on a constaté, on l'a vu par exemple en Espagne, qu'en fait ils interagissent avec d'autres types de stabilité classiques également de l'autre côté et qu'on ne comprend pas forcément ce type d'interaction de stabilité. Et c'est les défis de la baisse d'inertie, c'est que, encore une fois, ces concepts traditionnels de stabilité ne s'appliquent pas dans le cas où nous avons justement ces ENR interfacés avec de l'électronique de puissance. Et il faudrait bien sûr donc revoir ce qu'on appelle la stabilité transitoire et dynamique pour bien comprendre finalement les capacités de réponse, en tout cas comment les systèmes sont en mesure de répondre à des perturbations très rapidement ou moins rapidement. Et on est confronté à un dilemme incroyable, c'est-à-dire que d'un côté, les systèmes doivent réagir très rapide parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inertie, mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'ils répondent trop rapidement, parce que s'ils répondent trop rapidement, on perd les productions, et à ce moment-là, ça peut générer derrière des effets de cascade. Donc c'est un dilemme, c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme que nous avons, et il faudrait que maintenant on reconçoive, donc on doit reconcevoir des systèmes de réglage de fréquence, donc à partir de ZNR, qu'on n'a pas aujourd'hui, et aussi des systèmes de réglage de tension, mais sans observabilité. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, nous savons faire un réglage de tension dans les réseaux. On sait le faire, plus particulièrement sur le réseau de transport. Mais on doit avoir les mesures de réseau, on doit savoir exactement ce qui se passe pour pouvoir agir. C'est comme si vous ne voyez pas quelque chose, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc il faut le voir. Et là, on est confronté au fait qu'il faut qu'on puisse avoir ce réglage, même si on n'a pas une observabilité complète au niveau de ce qui se passe dans le réseau. Donc vous voyez un peu également les défis. Alors du coup, je me suis dit que je suis dans cette honorable institution et donc je voulais quand même faire un peu de peut-être tu me dis, il y a des chercheurs ici, donc il faut que je les satisfasse aussi. Donc voilà, j'ai mis quelques équations, vous me pardonnerez. Donc j'ai fait quelques équations. Alors je ne vais pas les détailler complètement, mais pour vous dire simplement que nous avons des systèmes non linéaires en gros. Donc il faut qu'on les définisse avec des équations qui définissent cette non-linéarité et donc avec un comportement qui dépend du temps. Mais comme on a affaire à des très très grands systèmes, les questions de linéaire, on n'a pas ça. Et même c'est difficile, c'est très difficile. Donc on a recours en fin de compte à des linéarisations. Donc on linéarise nos équations, on linéarise ici. Et vous allez voir que la linéarisation est intéressante parce que du coup, on a une méthode qui nous permet, donc je vous passe le détail, on passe aux équations d'état, et on a une méthode qui nous permet de cibler ce qu'on appelle des modes instables. Donc vous voyez ici, zone instable, on cible des modes, on arrive à les identifier, ces modes-là. Et donc tous les systèmes de contrôle que nous avons dans le réseau aujourd'hui, ils sont basés là-dessus. Et comment on fait? Eh bien, tout simplement, on dit, voilà, j'ai ici, par exemple, trois modes qui sont instables. Je sais faire le lien entre ces modes instables et quelles sont finalement les centrales ou les paramètres de réseau qui sont responsables de ces modes-là. Je sais faire ça. Donc, du coup, je mets le système de contrôle qui vont cibler, en fait, ces modes-là pour les remettre de ce côté-là, qui est le côté stable. Et on sait faire ça. Sauf que maintenant, on s'est aperçu que quand on va pousser celui-là pour venir ici, en fait, tout d'un coup, et pour des choses qu'on ne comprend pas pourquoi, celui-là, ce mode-là, il revient instable, parce qu'il y a des interactions qu'on ne comprend pas très très bien. Et c'est pour ça aussi qu'on a malgré tous les systèmes de contrôle que nous avons, eh bien, ça n'empêche pas qu'on perd finalement, on perd les réseaux, on a les blackouts et tout ça. C'est parce qu'on perd la stabilité, parce qu'on a ce type de choses. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc, on a recours à des méthodes qui sont plutôt linéaires, sauf que dans la réalité, quand on a un défaut, on croit qu'il va passer par là, donc on va passer par là, sauf que la non-linéarité va sortir à un autre endroit qui n'est pas du tout celui qu'on a prévu à la base, parce qu'il y a ces non-linéarités. Et donc, du coup, en dépit de tout, on ne peut jamais garantir qu'on gardera toujours la sûreté du système,
Et la manière dont on fait, c'est qu'on se garde des marges, on se garde des marges pour pouvoir se dire qu'on a la possibilité de rectifier une situation qui se produit. Vous ajoutez à ça quand vous avez un système interconnecté comme en Europe. Comme je dis, la France est interconnectée avec les autres pays, l'export qui a été montré tout à l'heure. En fait, on a ce qu'on appelle des oscillations de puissance. Qu'est-ce que c'est que les oscillations de puissance? C'est comme si vous mettez en fait deux grandes masses, donc vous les connectez ensemble avec un ressort. Dès que vous bougez un petit peu l'un, la variation elle va passer devant, à travers le ressort, elle passe vers l'autre. Lui-même, il va s'exciter, il va générer des fréquences qui vont aussi posséder l'autre, ils vont osciller l'un contre l'autre. C'est l'analogie mécanique. Et on a, ça c'est des choses existantes aujourd'hui, des oscillations entre la France, l'Espagne, l'Allemagne qui traversent depuis l'Espagne, donc on a, enfin d'Espagne vers les autres pays, donc on a globalement trois types d'oscillations, c'est pour ça qu'on le représente avec des ressorts. Donc vous avez les oscillations est, centre, ouest à 0,21 Hz, on a celle de nord-sud à 0,3 Hz, et on a ensuite l'est-ouest à 0,15 Hz qu'on a caractérisé, qu'on a mesuré, etc. Généralement, elles existent de toute façon et on arrive à garder tant qu'elles restent sous un seuil, ça passe. Donc on est OK, il n'y a pas de problème, ça passe. Je vous présente ça parce qu'il y a un lien direct avec l'Espagne. Donc c'est pour ça que je vous présente ça. Mais à un moment donné, si jamais ça passe au-delà d'un certain seuil, soit on active un certain nombre de mécanismes qu'on connaît pour pouvoir amortir ces oscillations, soit ça peut avoir une déconnexion. À un moment donné, les systèmes se déconnectent. L'Espagne. Eh bien, l'Espagne, c'est précisément ça. Le blackout, il s'est produit ici, donc à peu près ici. Et vous voyez, on a eu des éléments précurseurs. Et des éléments précurseurs, c'est précisément ces oscillations. Donc on a eu des oscillations. Alors, divers types d'oscillations. On a d'abord des oscillations locales à l'intérieur de la France, et ensuite on a de l'Espagne, ensuite on a des oscillations avec la France. Donc ça, c'est plutôt des oscillations à l'intérieur de l'ordre de 0,67. Et puis ça, par contre, c'est des oscillations avec la France. Et donc ça, c'est 10 minutes avant. C'est 10 minutes avant le blackout. Ça, c'est 30 minutes, 2 heures, 30 minutes, et ensuite 10 minutes avant le blackout. Et la réaction qui a été faite par le gestionnaire de réseau espagnol, ce qui est une réaction logique, donc ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est de baisser les échanges de puissance qui se faisaient avec la France. En tout cas, à ce moment-là, l'Espagne exportait de l'énergie vers la France. Et donc, la manière dont ils ont dit, voilà, on baisse l'export. C'est baissé, je crois, c'était vers la France. Il y avait 1200, c'est baissé à 800 et ensuite à 600. Et donc après, on a obtenu ça. Donc on a obtenu ça, c'est parce qu'il y a eu une réaction. Sauf que, vous voyez ici dans cette courbe-là, donc ça c'est les échanges, c'est les échanges globaux, donc les échanges globaux. Donc plus on baissait les échanges, plus la tension elle montait. Donc plus on baissait les échanges, plus la tension elle montait, parce que du coup, les échanges, évidemment, ont baissé, mais la production, elle est élevée au niveau de l'Espagne, et donc la tension, elle montait. Et la tension, elle montait, vous voyez ici, donc ça, c'est jusqu'à de midi 32, midi 33, et ensuite midi 32, jusqu'à l'écroulement qui s'est produit ici. Et donc ici, vous avez la tension qui ne cesse de monter, ça c'est la limite maximale, avec, la limite maximale au-delà du maximal en réalité, parce que normalement, eux, ils ne dépassent pas les 235, ça ne devrait pas dépasser 220, donc 220, ça c'est le réseau, sur le réseau 200, ça c'est sur le réseau 200 ici, c'est plutôt sur le réseau 400. Donc en fait, normalement, vous voyez, la limite est 435, et c'est déjà le seul pays aujourd'hui qui pratique cette limite maximale. En France, on est à 420. Et le pays à côté, qui est le Portugal, ils sont également à 420. L'Espagne, honnêtement, c'est quelque chose qui m'échappe. Ils ont deux limites. Ils ont la limite normale qui est de 420 et ils ont une deuxième limite qui est de 435. Et cette limite de 435, normalement, quand vous avez des tensions élevées, ça touche le matériel. Et donc, ça peut induire finalement des différences de matériel parce que c'est lié à l'isolation. Et elle-même, ça peut provoquer des courts-circuits et donc des défaillances derrière. Et donc, du coup, les tensions ne cessent de monter jusqu'au moment, évidemment, où il s'est passé un phénomène. Donc, je continuerai ensuite à vous le montrer ici. Et le phénomène qui s'est passé, c'est que vous avez des productions, justement, qui sont de type photovoltaïque, en particulier des centrales photovoltaïques qui étaient dans le sud et certaines un petit peu vers le centre. Et donc vous avez en fait, quand il y a les tensions qui ont monté,
avec ces tensions qui montent, en fait, vous avez des protections qui ont découplé la production pour protéger, justement, protéger ces installations des montées de tension, parce que sinon, ça peut avoir des conséquences sur le matériel. Et on voit ici, donc ça a commencé les centrales à déclencher, donc elles déclenchaient, sauf que plus elles déclenchaient, plus les tensions elles montaient. Parce qu'il y a aussi un déclenchement de production de l'autre côté. Et donc, plus on déclenche, plus on a des tensions, et jusqu'au moment où vous avez ici, bon, donc du coup, la tension qui s'est écroulée à travers l'écroulement de la fréquence. Donc on a ici la fréquence, donc c'est la fréquence qui a baissé. Donc initialement, c'était la tension, qui a ensuite induit, parce qu'on a perdu de la production, donc la fréquence, elle baisse, jusqu'au moment où on était ici, boum, ça s'est écroulé. Alors je voulais vous dire que c'est vraiment un game changer, parce que c'est la première fois de l'histoire des réseaux électriques qu'on a un écroulement par montée de tension. Jusqu'à présent, nous avons des écroulements par baisse de tension, ce qu'on appelle d'ailleurs en jargon un écroulement de tension, ou une instabilité de tension. Et tous les mécanismes ont été faits pour faire face à cet écroulement de tension. En France même, on a eu des écroulements de tension. Donc on a eu des écroulements de tension, mais la première fois qu'on a un écroulement de réseau par une montée de tension. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est totalement non prévu. Donc, les études montraient qu'il était possible d'avoir ce type de situation. Mais il a fallu développer, donc il y a un développement qui était très très rapide à un moment donné de toutes ces énergies-là, sans nécessairement accompagner tout ça avec un pilotage approprié, en particulier justement au niveau de la partie électronique de puissance. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu, à l'image de ce qui s'est passé également en Italie en 2003, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont produites dans le réseau de distribution que le gestionnaire de réseau de transport n'a pas du tout vu parce que ce n'est pas dans sa juridiction non plus. Donc vous avez également ce type de comportement. Encore une fois, ça s'est produit, le fait des choses qui se sont produites sur le réseau de distribution qui ont affecté le réseau globalement, et en particulier le transport, ça s'est déjà arrivé en Italie en 2003, où il y a eu une perturbation qui était en Espagne. Ça a induit en Italie plutôt une baisse de tension qui a forcé le gestionnaire de réseau de transport italien à arrêter par exemple les pompes de step, donc il a arrêté ça pour avoir un équilibre en particulier. Sauf que ce qu'il n'a pas vu, c'est que la chute de tension elle s'est propagée sur le réseau de distribution dans lequel il y avait 3000 MW d'ENR, en fait. 3000 MW d'ENR et de production distribuée. Et par baisse de tension cette fois-ci, et non pas sur la montée de tension, par baisse de tension, ils ont perdu 3000 MW et tout d'un coup, le gestionnaire de réseau, il voit, il a perdu 3000 MW, mais il ne sait pas d'où il les a perdus. C'est par la suite qu'on a compris que c'était vers le réseau de distribution, parce qu'il n'a pas du tout de la vue là-dessus. Il y a un phénomène qui est un petit peu semblable au niveau de l'Espagne, sauf que c'est sur montée de tension et non pas sur baisse de tension. Alors, il y a eu une investigation, ça fait 6 mois, donc il y a une organisation qui s'appelle l'NCO, c'est l'organisation d'association qui associe tous les gestionnaires de réseau européens. Ils ont fait l'investigation, c'est eux qui ont fermé ces courbes-là. Et donc on a compris le séquencement, donc ce qui s'est produit seconde par seconde, on l'a compris. Par contre, même dans le rapport, ils disent que l'origine proprement dite, l'événement initiateur, il n'est toujours pas connu, 6 mois après. Donc 6 mois après l'événement initiateur, il n'est pas connu, mais on sait très bien que ce sont évidemment les élévations de tension qui ont fait ça. Mais in fine, une élévation de tension qui a induit une instabilité de réseau, je peux vous dire que c'est la première fois qu'on a vu ça. Alors, clairement maintenant, donc, le système, on le sait aujourd'hui tel qu'il évolue, il est de plus en plus en limite, donc la question c'est si on va. Ces préoccupations, donc on a maintenant des préoccupations croissantes sur cette stabilité, avec le réseau qui intègre de plus en plus des ENR en masse. Et on sait que des difficultés peuvent apparaître dès les premiers, ça dépend évidemment de type de réseau, tous les réseaux ne se valent pas, mais quelquefois, dès les premiers pourcentages de pénétration, on commence déjà à avoir des problèmes, en tout cas des difficultés, que ce soit évidemment sur l'inertie, que ce soit sur les tensions ou autre. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche, donc la communauté scientifique s'est vraiment mobilisée, avec beaucoup de travaux de recherche, que vous voyez ici, beaucoup, je ne vais pas les détailler complètement, mais au-delà de ça, je peux vous dire que la quantité de travail qui reste est considérable pour comprendre, bien sûr, les dynamiques. Il faut reconsidérer donc, ce qu'on a l'habitude de faire sur simplement ce qu'on appelle des phaseurs, parce qu'on a des dynamiques un petit peu plus lentes. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, donc on est obligé de coupler des dynamiques, des transitoires rapides avec des phaseurs. C'est des modèles complètement nouveaux. On a évidemment des dynamiques qui sont totalement non linéaires ici. Les stratégies de protection qu'il faut qu'on revoie complètement. On doit développer
développer, bien entendu, de l'inertie virtuelle. Donc, il faut qu'on reconstitue d'une certaine façon l'inertie pour pouvoir faire face justement à cette baisse d'inertie et puis revoir complètement nos modèles de stabilité qui ne répondent pas nécessairement à cette situation nouvelle. Et enfin, il est absolument indispensable aujourd'hui d'avoir des approches systémiques pour considérer justement ces problèmes-là en couplage, en associant à la fois le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de distribution, compte tenu maintenant de l'interdépendance croissante qui n'existait pas encore une fois par le passé. Alors tout ça fait que on a un système qui doit s'adapter, sauf que il doit s'adapter vite, mais avec ce que j'ai dit tout à l'heure, la dynamique d'adaptation n'est pas du tout la même. On a des défis qui sont liés, bien sûr au renouvellement et d'adaptation, ça c'est classique. Pour vous le placer ici, c'est à peu près ça, la partie orange ici. Ensuite, on a la question qui est l'intégration des ENR et en particulier trouver les modes de contrôle. Dans notre jargon, s'il y a des chercheurs ici, c'est ce qu'on appelle le grid forming, par exemple. Et puis il y a l'électrification massive dont parlait justement Marc, et cette électrification massive qui doit nous adapter, qui fait qu'on a des investissements qui vont être très très importants dans les années à venir. Mais encore une fois, je dirais quelques mots. Le défi majeur de tout ça, au-delà de l'adaptation, le défi majeur qui nous est posé, on l'a vu à travers, bien sûr, tout c'est le blackout ibérique, mais les autres blackouts, tout ça, c'est le défi de la résilience. Donc la résilience de notre système électrique pour lequel on dépend très très fortement. On dépend économiquement, techniquement, socialement, on dépend beaucoup. Donc la résilience est devenue l'élément fondamental, l'élément majeur, au-delà évidemment de la question économique, sauf que la résilience, elle est protéiforme. Donc il n'y a pas une seule forme de résilience. On a bien sûr de la résilience qui est liée à cette nécessité de garder l'équilibre production-consommation dans un contexte incertain et variable. On a également doit faire face à la stabilité dans un contexte de forte variabilité, de l'intermittence évidemment de ces énergies-là. Et à cela s'ajoutent évidemment des questions de numérique avec les cybersécurités. On n'en parle pas beaucoup, mais je peux vous dire que c'est une croissance incroyable. Et on subit en permanence, et on a eu des situations sur lesquelles il n'y a pas eu de communication, fort heureusement d'ailleurs, où on a eu des attaques qui ont été successful. Donc on a eu des pannes de réseau qui sont liées à des attaques sur nos infrastructures et sur les systèmes de contrôle-commande de nos réseaux. Et c'est en croissance. Donc on a aussi ça à côté. Et enfin, les derniers trucs, c'est le nouveau qui est le changement climatique avec des conséquences induites en termes de fiabilité. Et en termes de fiabilité, on a pour la première fois, par exemple, vous savez, je donne un exemple très simple, dans les câbles électriques. Les câbles électriques, c'est essentiellement donc, la partie électrique et puis beaucoup d'isolants autour. C'est vraiment ça. Sauf que l'isolant, il n'est pas parfait. Il y a toujours des imperfections. On ne peut pas avoir quelque chose de complètement parfait. Et ces imperfections induisent, dans le jargon, ce qu'on appelle des décharges partielles. C'est-à-dire qu'on fait des petites décharges à l'intérieur de ces isolants. Ça existe. Elles sont là. Tant qu'il n'y a pas d'événement majeur, elles sont là et on fonctionne avec. Ces derniers temps, on a eu des montées de température avec des charges importantes sur les câbles. Tout d'un coup, c'est comme si on a excité ces décharges partielles et elles se sont évoluées très vite en défaillance de câbles. Et on a eu pas mal de défaillances de câbles récemment liées justement à ce changement climatique. Et on peut dire ça au niveau des transformateurs, au niveau de tous les autres types. On a eu par exemple aussi des défaillances majeures sur tout ce qui est des systèmes de mesure. Des mesures qui nous permettent de mesurer ce qui se passe dans le réseau pour qu'on puisse voir ce qui se passe et donc de pouvoir piloter. Donc on a eu beaucoup de différences de ce style-là. Et donc, quand on a évidemment un système comme ça, pour lequel l'adaptation en termes d'infrastructure électrique est beaucoup plus lente que l'adaptation, en tout cas la transformation et l'arrivée de toutes ces énergies-là, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme ? À court terme, évidemment, ce qu'il faut faire, et ce qu'on est en train de faire, c'est de développer ce qu'on appelle la flexibilité. Alors la flexibilité, c'est-à-dire c'est la capacité de répondre à la variation, par exemple. Donc la variation, la capacité de répondre, mais imaginons par exemple que, on ne peut pas imaginer, même si on a effectivement notre parc nucléaire qui a une flexibilité, c'est tout à fait vrai, de l'ordre de 40 à 60 MW par minute, c'est à peu près ce genre de choses, mais on ne peut pas avoir une variation brutale, très importante quand elle arrive. C'est ça qui nous préoccupe. Et donc, on essaye de trouver quelles sont les sources de flexibilité. Bien sûr, il y a les sources de stockage. Le stockage est très cher. On a évidemment l'adaptation de la consommation. Donc, la consommation qui doit s'adapter à la disponibilité de l'énergie. Donc, c'est des choses que vous avez vues déjà, des offres de flexibilité d'effacement, par exemple. Mais on a aussi
de la flexibilité même vis-à-vis de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à la production à un moment donné où il faut de s'effacer parce qu'il cause évidemment des contraintes sur le réseau, etc., etc. Mais l'enjeu, encore une fois, ça reste la maîtrise de dynamique et aussi le fait qu'on doit développer beaucoup plus d'intelligence parce que c'est extrêmement distribué. Et si extrêmement distribué, nous avons, nous, l'habitude de coordonner pour avoir un optimum technico-économique. Et là, ce n'est pas imaginable, le 1 200 000 dont je vous ai parlé, de pouvoir coordonner 1 200 000. Donc il faut trouver des modes adaptatifs d'intelligence qui nous permettent évidemment de faire face à ça. Vous ajoutez à ça, bien sûr, toute cette maîtrise d'investissement et puis les nouveaux modes de gouvernance. Et vous voyez un peu tous les schémas, et c'est dans le monde entier. Donc c'est dans le monde entier que vous avez ces investissements. Et pour faire un investissement dans les réseaux, en fait, on fait de la planification. Parce qu'il faut des années. Je vous avais dit, une ligne, c'est entre 5 et 7 ans minimum, sinon c'est 10 ans. Donc en fait, typiquement, on est en 2025. En 2035, on sait à peu près quelle va être la typologie du réseau, parce qu'on doit le planifier. Et donc on a de la planification sur 10 ans, ce qu'on appelle la planification à long terme. Et cette planification, c'est l'ensemble de décisions opérationnelles pour ces investissements pour répondre en fait à 3 objectifs. Les 3 objectifs, c'est bien sûr desservir les clients, les utilisateurs, etc. Il faut les desservir, il faut les satisfaire, et donc satisfaire la demande, bien entendu, qu'ils soient d'ailleurs des consommateurs ou des producteurs. Prévoir également les besoins électriques, c'est-à-dire qu'on doit faire des prévisions à 10 ans, et avant, ce qui a changé, c'est qu'on faisait avant uniquement la prévision de la consommation, on ne faisait pas la prévision de la production. Maintenant, on doit faire à la fois la prévision de la consommation et la prévision de la production, et tout en assurant la qualité d'alimentation et s'assurer de la résilience dont j'avais parlé. C'est ça les objectifs finalement de la planification. Et pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à présent, les investissements qui sont faits sur les réseaux, que ce soit sur le réseau de distribution type Enedis ou RTE, on est à peu près annuellement entre 4 et 5 milliards d'euros. Donc ça, c'est ce qui est fait traditionnellement. Et sur le réseau de transport, c'est entre 1,5 et 2 milliards d'euros, ce qui représente au niveau français de tous les investissements industriels de l'ordre de 8%. Alors, vous avez tous entendu évidemment les 100 milliards de RTE d'investissement, les 100 milliards d'investissement de côté d'Enedis et de la distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est confronté, et donc Enedis dit qu'en réalité, les investissements doivent être entre 1,5 et 8 milliards d'euros par an. Et vous voyez qu'il y a une fourchette assez importante, parce qu'en fait, on a un niveau d'incertitude qui est très élevé. Donc on doit investir dans un niveau d'incertitude très élevé. Alors, historiquement, en fait, il y avait très peu d'incertitudes. Il y avait très peu d'incertitudes parce que la seule incertitude qui existait, c'est sur l'évolution de la consommation qu'on doit prévoir à une échéance de 10 ans, par exemple. Bien sûr, il y a de l'incertitude, c'est normal. Et en fait, c'est tout. Et donc, on sait où ce que va être la production, on sait quel type de production, on sait le profil de production. Aujourd'hui, on a de nouvelles incertitudes qui sont liées, bien sûr, aux ENR, dans le sens où on ne sait pas où est-ce qu'elles vont s'installer, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont s'installer, et on ne sait pas le profil de production qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est évidemment une incertitude forte, mais aussi la même chose pour tout ce qui est véhicule électrique, charge son domicile fixe, on ne sait pas où est-ce qu'elles vont être. Et vous ajoutez à ça, évidemment, tout ce qu'on appelle les communautés énergétiques locales, qui elles-mêmes aussi, on va dire, apportent leur lot finalement de changement dans ce contexte-là. Donc, comment faire évoluer les méthodes qui permettent de calculer les investissements dans ce contexte-là? Donc, bon, voilà, il faut calculer. D'habitude, on avait l'analyse coût-bénéfice, qui est basée sur la valeur nette actuelle, selon évidemment des scénarios très déterministes, parce qu'on avait très peu d'incertitudes. Donc aujourd'hui, on est en train de glisser, mais ce n'est pas évident, on est en glissé dans des méthodes stochastiques pour justement quantifier le risque et de pouvoir s'adapter à ce qu'on appelle les options qui arrivent, donc les options réelles, comme c'était utilisé dans la finance, qui arrivent pour pouvoir adapter les décisions d'investissement au fur et à mesure qu'on a des incertitudes qui sont levées. Et ça, on rentre aussi dans un monde nouveau qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire. Quelques conséquences à ça. Alors, avec l'électronique de puissance, en réalité, avec l'électronique de puissance et puis les ENR interfacés avec l'inertie, on avait dit, en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de courant continu qui revient. Vous avez tous eu l'histoire de la bataille entre Tesla et Edison, bien sûr, tout le monde la connaît. Et évidemment, on dit toujours que le vainqueur était Tesla, parce qu'on a aujourd'hui un système à courant alternatif. Eh bien, le retour en
qui est en train d'arriver avec le courant continu fait dire à certains que c'est la revanche d'Edison. Voilà. Donc on appelle ça la revanche d'Edison, parce qu'il y a l'uranium, mais aussi les questions de rendement, les questions d'autoconsommation, etc., etc. Il y a aussi l'émergence d'acteurs locaux, et donc communautés autour de la production d'énergie et de nouveaux usages, et je peux vous dire que ça nous change également la donne. Enfin, un changement de paradigme à la fois économique et technique. Imaginez, bien sûr, ce n'est pas le cas forcément en France, mais dans beaucoup d'autres situations, on le voit, c'est que le changement même du modèle économique du réseau a changé. C'est-à-dire qu'en fait, tous les réseaux qu'on a aujourd'hui sont basés sur ce qu'on appelle le coût marginal de l'énergie. Le coût marginal, donc, dans un cadre de marché, devient le prix marginal. Ce n'est plus le coût, mais ça devient le prix marginal. Mais qu'est-ce que c'est que le modèle quand vous avez fondamentalement, si vous avez très forte proportion de nerfs de type photovoltaïque et éolien, qu'est-ce que c'est que le coût marginal d'un photovoltaïque ou d'éolien? Virtuellement, c'est zéro. Donc c'est virtuellement ce zéro. Donc c'est un changement finalement de paradigme de la vente d'énergie sur la base finalement du prix ou du coût ou du prix marginal à finalement un paradigme d'offre de service. C'est vraiment un paradigme d'offre de service et qu'il faut regarder comment ça peut se passer. Et puis de la consommation passive, c'est-à-dire qu'en fait on est tous habitués à ce qu'on appuie sur l'interrupteur et puis on ne se préoccupe pas d'où vient finalement cette électricité. Et puis voilà. Et là on va de plus en plus quand on a cette variabilité et parce qu'on a besoin de flexibilité et en particulier d'adaptation de notre consommation à la disponibilité de l'énergie, donc de synchroniser finalement nos usages par rapport à la disponibilité de l'énergie. C'est déjà le cas par rapport à un certain nombre de points qui sont, de situations qui sont dans l'autoconsommation par exemple. Et aussi, on a commencé à développer ce qu'on appelle des réseaux locaux, des microgrids, et on commence à voir maintenant les gens avec des aspirations, c'est une nouvelle aspiration sociétale, ils disent, mais je dois être en mesure aussi de pouvoir échanger des blocs d'énergie à travers le nouveau numérique, comme la blockchain par exemple, et je le vois déjà aujourd'hui qui est en train d'arriver par exemple, et donc ça aussi c'est des conséquences importantes. Et maintenant, on a des microgrids qui commencent à se connecter entre eux. Et c'est un changement par rapport à une version que je vous avais montrée tout à l'heure, où on avait, depuis les grandes centrales, et que ça descend jusqu'à réseau de distribution, avec une coordination, avec une gestion globale. Tout ça, c'est en train de moumer. Alors, ce n'est pas un changement brutal, c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure, mais on ressent les conséquences. On ressent les conséquences également avec des défis sur la mutualisation. Aujourd'hui, on commence à se poser la question, je vous avais dit, j'ai commencé la première slide, qui est la valeur du réseau, qui est la mutualisation, qui donne de la valeur à chaque utilisateur. On commence à se poser la question, qu'est-ce que c'est que finalement, elle est où le foisonnement? Si on ne fait pas le foisonnement, on désoptimise en fait un système. Donc il faut absolument qu'on garde cette mutualisation qui est garante finalement, qui garante que chacun puisse, encore une fois, accéder à la source d'énergie la plus disponible et la moins chère à chaque instant. Et aussi que ça joue, en fait, aujourd'hui, le réseau, c'est payé de manière, on va dire, à chacun son utilisation. Vous avez des situations qui, on y remédie, où vous avez des gens aujourd'hui qui disent, moi je me fais en autarcie, je consomme ce que j'ai localement, et puis après, j'utilise le réseau uniquement en backup quand je n'ai pas de solaire ou que je n'ai pas le truc. Mais sauf qu'en faisant ça, on ne contribue pas finalement au coût du réseau et donc qui est un coût socialisé finalement. C'est une infrastructure commune, on va dire. C'est un bien commun. C'est vraiment un bien commun. Et donc on a ça. On a également la question de la liquidité du marché quand on regarde uniquement sur le local. On sait très bien que plus on a élargi l'assiette d'un marché, plus finalement on arrive à avoir des choix et donc la possibilité d'avoir des prix abordables et jusqu'à la qualité. Est-ce qu'on va vers la qualité sur demande ou non? Donc je finis ici. Même le dernier transparent, je ne vais pas le faire, c'est pas grave, je finis ici avec ça. Je vous remercie de toute votre attention.